BFM Business, Intégral Bourse, parcours de santé. Le parcours de santé chaque jeudi après-midi dans Intégral Bourse avec François Berton qui nous accompagne chaque semaine, journaliste spécialiste des biotech pour tradingsat.com, le site boursier de BFM Business. François, bonjour. Bonjour Grégoire. Et Alice Labousse qui est avec nous cette semaine, présidente de Trecento Asset Management. Bonjour Alice. Bonjour Grégoire. Eh bien vous tombez bien Alice parce qu'avec vous on va parler. Alors, dans le secteur de la santé il y a plusieurs sous-secteurs, les grands labos, les biotech, les medtech, on va en parler avec vous François. Et puis il y a tout ce qui concerne les services à la santé aussi. Ça va nous permettre de parler de CGDIM, qui est aujourd'hui d'ailleurs la plus forte hausse de la bourse de Paris, plus 7% après ses résultats trimestriels. Faut reprendre peut-être un petit peu l'histoire de CGDIM parce que c'était une valeur qui était à son top, on va dire, l'été dernier. Et puis depuis, voilà, l'histoire boursière a un peu déraillé. Effectivement, elle a connu une période un peu difficile. Il faut dire que c'est une société qui était relativement endettée. CGDIM, c'est une société qui s'est créée en France dans les années 60, qui a grandi aussi beaucoup par acquisition, d'où l'endettement. Il y a même le FSI qui est au capital de la société, puisque c'est une société nationale. 80% de son chiffre d'affaires est en France. Et donc, comme elle était très endettée, le marché appréciait de moins en moins ce très fort niveau d'endettement. Les dirigeants ont eu la bonne idée quand même de céder quasiment la moitié de la société à une autre société qui s'appelle IMS. Une partie qu'on appelait CRM, donc de suivi client, principalement pour les assureurs et les mutuelles. Et c'est vrai qu'en fait, ils se sont recentrés sur un corps de métier qui est beaucoup plus, enfin en tout cas de notre point de vue, qui a beaucoup plus d'avenir, qui est principalement la digitalisation du parcours santé client et puis surtout les flux financiers. Vous savez qu'avec la loi de Marisol Touraine, il y a de plus en plus de chances, enfin ce sera applicable en début d'année prochaine, il faudra maintenant automatiquement avoir le tiers payant et donc il va falloir un espèce d'ingénico, c'est un équivalent d'ingénico si vous voulez, mais pour le domaine de la santé avec un marché très important qui s'ouvre pour des raisons réglementaires et politiques. Bon, donc éditeur de logiciels, enfin c'est même plus que ça, mais voilà, c'est des solutions pour les assureurs santé, les pharmaciens, enfin toute la chaîne médicale, c'est ça? C'est ça, en fait ils ont quatre offres pour faire court et rapide. La première c'est l'optimisation des points de vente, c'est-à-dire d'essayer d'aider les pharmaciens à rendre plus attractifs leurs points de vente. Alors c'est à la fois avec comme des publicités digitales, mais aussi de la formation du personnel, des outils statistiques pour rendre ces points de vente plus productifs et plus rentables. C'est également des logiciels pour les médecins et pour les officines, donc pour les pharmaciens, des logiciels de bonne gestion avec du référencement de médicaments, ce genre de choses. La troisième partie, ce sont des logiciels pour les assureurs et les mutuelles. Et pour finir, c'est effectivement la gestion des flux financiers et principalement du tiers payant. Donc en fait, c'est assez simple comme recentrage et du coup, ça apporte une forme de lisibilité, si vous voulez, pour les investisseurs, parce que c'est vrai qu'avant, on se demandait, voilà, ça faisait un peu beaucoup. Alors, du coup... Alors en plus il y avait l'endettement, il y a eu un profit warning l'été dernier, donc le cours a divisé par deux quasiment en 8 mois. Qu'est-ce qu'il y a dans les résultats, là, dans le discours de l'entreprise aujourd'hui, qui suscite à nouveau l'intérêt des investisseurs? Finalement, c'était pas une aussi mauvaise surprise que ce qu'on pouvait attendre? Non, on a même plutôt été agréablement surpris. Alors les chiffres sont stables, 425 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais si vous voulez, on est tout à fait stable par rapport à l'année dernière. Et puis surtout, les perspectives qui sont données par les dirigeants sont des perspectives aussi un peu de stabilité, mais qui rassurent. Ça veut dire qu'en fait, ça y est, la société n'est plus en phase de décroissance et surtout son endettement est quand même bien moindre et ça pour des financiers c'est quand même plus c'est plutôt rassurant. Et j'ajoute, comme nous le disions tout de même, c'est que le fait qu'ils aillent vers la digitalisation du parcours client, vers la prise en compte de flux financiers, de tous les flux, je pense que c'est vraiment l'avenir en tout cas des services à la santé et donc il y a des chances pour que les investisseurs s'intéressent à nouveau et on le voit aujourd'hui d'ailleurs. Oui, c'est ça. Et puis eux-mêmes font leur transformation avec une offre qui va basculer, enfin qui est en train de basculer vers le cloud. Là aussi, comme tous les éditeurs de logiciels, alors certains s'y sont mis plus tôt que d'autres, eux ils ont commencé à faire la bascule vers le cloud. Exactement, c'est la suite de l'histoire et bien à la fois vers le cloud, mais aussi des petites innovations qui viennent apporter de la valeur ajoutée. Vous savez que la nouvelle tendance, c'est d'essayer de trouver des sites internet qui vous permettent de réserver vos séances chez le médecin en ligne. Eux ont créé un site dédié, donc ils essayent aussi d'améliorer un peu le quotidien des médecins, des pharmaciens, de trouver des petites choses qui vont faciliter et d'une certaine manière moderniser, presque ubériser, si je n'ose dire le terme, le domaine de la santé.
Je sais que vous en avez eu à un moment du CGDIM, vous en parliez, mais c'était il y a longtemps, voilà. Vous n'en avez plus aujourd'hui, Alice. On n'en a plus, et j'avoue que en re-regardant le titre, je me suis dit tiens, c'est quand même pas mal. Ouais. C'est-à-dire, vraiment, on a l'impression que les comptes ont été apurés, on a l'impression que le management a fait les bons choix. Et ça, c'est très important parce que il y a d'autres sociétés, c'est rigolo parce que j'en parlais avec mes collaborateurs avant de venir, mais par exemple des sociétés comme Page Jaune qui auraient très bien pu prendre, en ayant tous les professionnels avec eux, tous les médecins, réfléchir à faire des logiciels et des choses. Eux, là, c'est une erreur managériale, et là, c'est l'inverse. C'est une bonne chose managériale, c'est-à-dire qu'on sent que la stratégie qui a été mise en œuvre était une stratégie visionnaire, et en tout cas, pour l'instant, ils sont en train de récupérer les fruits de leurs travaux. Donc je félicite le management et je m'intéresse à nouveau à la peut-être un dossier à redécouvrir. Et si vous en refaites, je veux bien que vous nous le disiez et que vous veniez nous raconter. Avec grand plaisir, avec plaisir. Bon, autre secteur, et on en parle avec vous aujourd'hui, François. Donc là, on rebascule dans le domaine des biotech, des medtech, puisqu'on parle de le secteur déjà dans son ensemble de l'imagerie médicale. Oui. On parle beaucoup d'immunothérapie quand on parle des biotech. Voilà, il y en a beaucoup à Paris. Et puis il y a aussi beaucoup de medtech qui sont spécialisés dans le domaine de l'imagerie médicale. C'est ça, oui, comme vous le dites, on parle de Supersonic Imaging. Donc on parle de l'imagerie médicale, et ça nous permet de souligner donc la grande profondeur de la côte française, la richesse de la Bourse de Paris en valeurs de santé. On va trouver pas moins de 5 ou 6 valeurs spécialisées à Paris, rien qu'à Paris, dans l'imagerie médicale. On a Mauna Kea qui fait son tout petit microscope dans l'endomicroscopie, et aussi Imaging qui fait de la radiographie 3D avec du faible rayonnement. Et puis par extension, on va trouver les produits de contraste de Guerbet et des logiciels même d'imagerie médicale avec Intrasense, Median Technologies. Donc voilà, donc aussi Supersonic Imaging, qui est une valeur, on va dire, assez récente à la Bourse de Paris, introduction en 2014. Et là, on en parle. Oui, ils sont dans le domaine c'est des systèmes échographiques, c'est ça, hein? Exactement. Leur produit, en fait, c'est un échographe qui s'appelle Explorer. L'échographie, c'est une technique d'imagerie qui consiste à utiliser les ultrasons. Les ultrasons traversent les tissus, envoient un écho, ça crée une image. Et l'échographe de Supersonic Imaging acquiert les données 200 fois plus rapidement que les autres sur le marché. Donc ça permet d'avoir une meilleure image et d'obtenir un meilleur diagnostic. Donc le produit est très performant, mais donc si on en parle aujourd'hui, c'est aussi parce que le cours de bourse... Oui, ça a été un peu moins performant que le produit ces derniers temps. On était au plus bas il y a quelques semaines à peine, c'est ça Effectivement, on était au plus bas, on était à 1,30, on est tombé à 1,30. Ouais. Aujourd'hui, on est à 2,40, et à l'introduction, on était à 11,70. Wow. Ah oui. Donc il s'est passé quelque chose. Ah oui. Et comment vous expliquez là, depuis l'introduction en bourse 2014, vous nous avez dit, qu'est-ce qui a expliqué une telle défiance? Parce que l'an passé, ça a été plutôt une bonne année quand même pour les biotech, par exemple. Et c'est vrai que Supersonic n'est pas tout à fait une biotech, c'est une medtech. Donc les deux secteurs évoluent pas tout à fait de façon synchrone. Mais ensuite, ce qui se passe sur Supersonic Imaging, en fait, c'est le défi de toutes les sociétés de technologie médicale, parvenir à exécuter d'une bonne façon leur stratégie commerciale. Et en 2015, Supersonic Imaging a une année compliquée, notamment au 4e trimestre où le chiffre d'affaires a reculé. C'était le plus mauvais trimestre depuis l'introduction. Et en gros, ce qui s'est passé pour eux, c'est que l'an dernier, ils ont rompu un partenariat commercial aux États-Unis. Les États-Unis, c'est quand même le premier marché de la santé au monde. Et puis, ils se sont refocalisés sur une stratégie de vente directe. Voilà. Mais ce qui explique... Donc voilà, mais c'est assez, c'est assez compliqué parce qu'on a vu par exemple, on en parlait il y a pas si longtemps que ça avec Mauna Kea, qui est une autre société, que Mauna Kea avait fait l'inverse. Oui, mais eux aussi ils se sont un peu plantés sur leur exécution commerciale aux États-Unis. Ça a dû être repris en main, restructuré. Et voilà, la clé pour ces medtech, et c'est très bien dit François. D'ailleurs, on parlera avec le patron. C'est la stratégie commerciale. Avec nous après. C'est la stratégie commerciale. L'exécution de la stratégie commerciale. Qu'est-ce qui fait que le titre a rebondi là? Est-ce qu'il y a eu des nouvelles majeures, et qu'est-ce qui fait qu'il y a un peu d'intérêt qui revient sur Supersonic Imaging? C'est que les résultats étaient un peu moins mauvais que prévu. C'est-à-dire, malgré une année un peu compliquée, ils ont quand même bien contrôlé leurs coûts. Et puis, deuxièmement, ils ont annoncé un partenariat commercial aux États-Unis, mais cette fois-ci ciblé sur un créneau particulier qui est celui de l'imagerie du foie. Ouais. Donc, c'est vraiment un gros créneau pour faire le diagnostic de maladies telles que l'hépatite B, l'hépatite C, la stéatose hépatique non alcoolique, la cirrhose. Donc, gros marché. Et cette fois-ci, ils ont choisi de confier ce créneau à une société
spécialisé, ce qui est pas forcément une mauvaise idée. Donc peut-être que Supersonic Imaging a la bonne formule pour redresser ses ventes cette année, mais je pense qu'il faudra quand même juger sur pièce avec l'expérience qu'on a du secteur, quoi. Effectivement, là, il faudra juger avec le recul. Le titre Supersonic Imaging, 2,50 € cet après-midi. Enfin, sur ces medtech et sur l'exécution de la stratégie commerciale, pas mal se sont cassés les dents, et c'est vrai que notamment sur le marché américain, c'est un marché pas facile, il y a de la concurrence, il y a des lobbies, les boîtes étrangères sont pas forcément les bienvenues, donc quand on est petit, qu'on n'a pas de gros muscles encore, on peut avoir des accidents. Voilà, c'est surtout un marché où quand on débarque en tant qu'étranger, on se retrouve souvent à prendre les commerciaux qui sont des commerciaux qui sont sur le carreau, qui n'ont pas été pris ce qu'on trouve, quoi. Voilà, par les meilleures sociétés américaines, et du coup on a du mal, et souvent ça coûte très très cher, et en fait souvent on revient de cette stratégie, une des meilleures stratégies que moi j'ai vues, mais après ça fait pas forcément parole d'évangile, hein. C'est juste que c'est vrai que de faire un accord avec un laboratoire ou une autre société de matériel médical local qui a déjà son réseau de commercialisation, je pense que c'est peut-être ce qui marche le mieux, parce que au moins vous avez des gens sérieux américains qui ont travaillé sur le sujet et qui ont créé un système captif de distribution, parce que c'est l'enjeu. Mais c'est comme dans tous les métiers, on peut produire les choses les plus extraordinaires du monde, si on les vend pas. Mais si on peut pas les vendre, parce qu'en fait on n'est pas sur les rayons, ou on n'est pas et puis il y a aussi changer les habitudes des praticiens, ce qui est toujours très compliqué en termes de matériel médical, mais parfois ça marche. Et ben on va poursuivre nous ce parcours de santé dans un instant avec le directeur général de Vexim. Tiens, on lui parlera aussi de l'exécution de sa stratégie commerciale. Alors il vend beaucoup en Europe, notamment son SpineJack, son implant révolutionnaire. Et évidemment, il a un œil sur les États-Unis. Donc Vincent Gardès qui sera avec nous dans un instant. Merci à vous deux, Alice Labousse, présidente de Trecento Asset Management, François Berton, journaliste pour TradingSat.com, qui nous accompagnait cette semaine pour le parcours de santé.